Paul Pasquali, bonjour. Vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS et vous venez de publier « Passer les frontières sociales, comment les filières d'élite entr'ouvrent leurs portes ». Alors déjà, première question, je me suis demandé pourquoi vous étiez intéressé à ce type de dispositifs qui sont très médiatisés mais qui finalement concernent assez peu de personnes. Alors je dirais d'abord que ça renvoie à une question classique de la sociologie, celle de la reproduction et de la mobilité sociale, donc avec derrière ça tout un ensemble d'énigmes sociologiques absolument captivantes. Comment on explique finalement sociologiquement des miracles statistiques. Par ailleurs, c'est un sujet qui fait régulièrement l'actualité, qui rythme également l'agenda politique en France depuis 15 ans maintenant, avec pas mal de polémiques aussi. On se souvient en 2001 de la polémique autour des conventions éducation prioritaire, lancée à l'époque par Richard Descoings. En 2005, au lendemain des émeutes aussi, avec l'objectif de 30% de boursiers en classe préparatoire. Et puis, plus récemment, la polémique sur les quotas de boursiers en 2010. Donc il y avait quelque chose, il me semblait, d'important, à la fois sociologiquement et puis politiquement, une question à poser. Et puis y apporter aussi des réponses face à une insatisfaction personnelle qui provenait, disons, des limites que je percevais d'un discours un peu trop facilement critique. C'est de la poudre aux yeux, ça ne concerne que quelques personnes, donc il n'y aurait rien à dire. Ou à l'inverse, d'un discours beaucoup trop apologétique à l'égard des grandes écoles. Au fond, elles s'ouvriraient parce qu'elles disent qu'elles s'ouvrent. Et donc, au final, il suffirait en fait de suivre un tas d'exemples ça et là pour savoir comment on allait réformer les élites. Du coup, alors, est-ce que c'est pour éviter justement l'écueil de ces polémiques un peu rabâchées autour de ces dispositifs que vous avez choisi de faire un portrait de groupe où on est vraiment de l'intérieur, aux côtés de ces jeunes qui, tout au long de ces années, franchissent les frontières sociales? Oui, alors je dirais qu'effectivement, il y a un pari que j'ai essayé de faire, c'est de suivre dans le temps et en immersion. Donc pendant 5 ans, ces groupes en fait, d'élèves qui passent les frontières sociales de différentes façons. D'abord en entrant en classe préparatoire, puis ensuite, pour certains, en entrant dans une grande école. Je dirais que c'est une façon en fait de déconstruire le mythe du self-made man et de discours un peu individualistes, du type j'ai réussi à la force du poignet, bon, etc. Donc de réinscrire un peu dans des cadres collectifs, institutionnels, dans des trames relationnelles, les parcours de mobilité sociale. Ça permet aussi de donner à voir ce qu'on ne dit jamais ou pas peu souvent, aussi bien dans les récits sensationnalistes journalistiques, focalisés sur des cas un peu censés être exemplaires, mais en réalité très atypiques, ou dans la littérature, où il y a de très bons exemples de récits autobiographiques d'intellectuels de première génération, mais où souvent c'est sur un ton un peu intimiste, et le rôle des sciences sociales, il me semble, c'est d'essayer de monter un peu en généralité, de montrer des facteurs sociaux qui dépassent un peu les consciences individuelles, et de réfléchir à comment ça se construit sociologiquement des miracles statistiques. Alors, qui sont-ils justement, ces jeunes? Vous montrez qu'il y a une grande variété de parcours, d'origine. Voilà, c'est pas un tout homogène, les jeunes des quartiers populaires, enfin. Tout à fait. Donc, on a souvent dans le discours journalistique au sujet de l'ouverture sociale, mais aussi dans le discours des institutions qui promeuvent en fait cette cause, un discours homogénéisant, c'est-à-dire au fond ça serait tous des jeunes de quartiers sensibles qui vivraient tous dans les cités, ou ils seraient tous issus de ce qu'on appelle les minorités visibles. En fait, il y a une grande hétérogénéité, même si sur le rapport de l'origine sociale, dans le cas qui m'occupe, moi, c'est des élèves qui, pour les 3/4, proviennent des milieux populaires. Alors ce qui est intéressant, c'est d'expliquer sociologiquement aussi leur parcours, en voyant à la fois ce qui les réunit, donc des origines populaires, un certain rapport à la culture, le fait qu'ils sont tous passés par les lycées ZEP, de voir également qu'il ne s'agit pas de n'importe qui. Souvent, il y a des petits héritages qui proviennent des socialisations familiales. Il y a un niveau scolaire qui, sans être excellent, est suffisamment bon pour espérer entrer dans une classe préparatoire. Et puis, je dirais également, donc, il y a pour une grande part en fait, de ces jeunes bénéficiaires de l'ouverture sociale, beaucoup d'enfants d'immigrés, ce qui pose un tas de questions dans le rapport à l'école, les espoirs qu'on place en elle, etc. Donc tout au long de votre ouvrage, on voit que la référence au sociologue Abdelmalek Sayad est très importante, que vous avez choisi d'articuler ça autour
la question de la migration, comme s'il y avait effectivement un parallèle entre la migration entre deux pays et la migration sociale. Voilà, pourquoi avoir fait ce choix? Je dirais parce que j'étais assez insatisfait du langage sociologique ancien, mais qui en fait est entré dans le langage ordinaire, qui raisonne en termes d'ascension sociale ou de mobilité sociale. Ascension renvoie en fait à une vision pyramidale de la société avec une base et un sommet, ce qui est assez réducteur et contestable. Et puis mobilité, ça voudrait dire qu'il y aurait des personnes totalement immobiles toute leur vie. Donc il me semblait que le terme de déplacement, ou mieux de migration et de migration de classe, finalement disait mieux les choses sur ce que ces jeunes vivent, sur leurs expériences, sur leur parcours. Migration au sein d'un espace social, qui est un concept sociologique utilisé par les sociologues depuis Pierre Bourdieu. Terme de frontières également, qui permettait de réfléchir de cette façon-là pour analyser une succession de déplacements et de passages qui ne sont pas linéaires et ne se font pas en une seule fois. Et là où Sayad m'a permis d'y voir plus clair, c'était sur ce qu'il dit sur le fait que la migration comporte de façon indissociable une émigration et une immigration. Et donc c'est cette relation dialectique que j'essaye d'étudier en montrant finalement que venir de milieux populaires et s'aventurer quelque part dans d'autres régions du monde social, en l'occurrence les filières d'élite, ça suppose un travail sur soi dans le départ, dans l'expérience du départ du milieu d'origine, donc l'émigration, et en même temps un travail sur soi dans l'arrivée, l'expérience de l'arrivée, et dans le va-et-vient en fait entre de part et d'autre des frontières sociales. Et donc quelque part tout ce que dit Sayad me permettait de comprendre des rêves, des projections, des projets, des espoirs et des déconvenus qui finalement peuvent tout à fait entrer en relation entre le cas des migrants géographiques et des migrants de classe. Quel est le rôle alors là-dedans des passeurs de frontières? Quelle est leur ambivalence? Vous montrez bien que dans ce processus, il y a des gens qui aident à passer les frontières et qu'eux-mêmes s'interrogent un peu sur leur rôle, semble-t-il. Oui. Alors, ces passeurs, ça peut être à la fois des anciens enseignants ou instituteurs, institutrices, des amis, parfois la famille élargie, oncles, tantes, cousins. Dans tous les cas, ce sont des personnes qui rendent, je dirais, plus plausible, possible, probable et pensable surtout, le fait de changer de monde, de changer de milieu social, à travers aussi bien des jugements ou des encouragements décisifs, à travers des conseils d'orientation ou des conseils de lecture, de pratique qui en fait favorisent l'ouverture d'esprit, mais aussi l'ouverture à quelque chose d'autre, hein, dans le rapport à l'avenir notamment. Et puis en même temps, donc, il y a cette ambivalence qui vient du fait que, au-delà de la volonté et des actes qu'on peut faire individuellement, je pense notamment aux enseignants, il y a une fonction aussi, et puis il y a un fonctionnement, une logique sociale qui nous dépasse tous, et qui fait que, en même temps, et c'est ce qu'ils racontent eux-mêmes en entretien, ils peuvent se sentir à la fois gardiens des frontières sociales, gardes-frontières, et puis passeurs par moments quand ils favorisent la réussite de certains étudiants. Et que peut-on dire alors, après avoir suivi ces jeunes sur plusieurs années, au final de leur réussite? Combien ont réussi, combien ont échoué? Ou est-ce que la notion de réussite en soi n'est pas à revoir? C'est justement une question qui est au centre de mon livre. Bien sûr, sur le plan comptable, on pourrait dire que leur réussite est un peu à la hauteur finalement de ce qui existe par ailleurs, c'est-à-dire il y en a 10% qui rentrent dans un IEP, un institut d'études politiques de province, un tiers rejoint une filière sélective, les autres se réorientent à l'université. Néanmoins, ce que j'essaie de montrer, c'est que la réussite en elle-même fait question, elle fait partie de leur réflexion, de leur redéfinition aussi de leur rapport à l'avenir. Il y a une permanence en fait d'un mandat de réussite qui fait que même après avoir échoué au concours, par exemple, certains se posent la question de comment ils pourraient faire mieux et réussir autrement, comme certains me le disent en entretien. Et en même temps, il y a aussi cette idée que leur réussite, quand j'en parle avec eux, ne se mesure pas uniquement en termes scolaires, en échec, réussite scolaire, ni même sociale. Hein. Il y a cette idée qu'il y a aussi une forme d'émancipation, d'affranchissement même des limites culturelles qui s'imposent aux autres membres de leur milieu d'origine. Et enfin, je dirais que sur le plan professionnel, puisque je les suis pendant plusieurs années jusqu'au premier pas sur le marché du travail, ils réussissent assez bien par rapport aux autres étudiants à l'université. Et en même temps, je constate un blocage, des piétinements qui tiennent à la fois au contexte de crise dont ils sont victimes,
comme les autres, mais aussi, ça c'est très important, c'est un résultat de l'enquête, la faiblesse en fait de l'héritage familial, et notamment en capital social, plus qu'en capital culturel, pèse fortement en fait sur leurs espoirs d'insertion professionnelle à la hauteur de leurs investissements antérieurs. Et au final, diriez-vous que ces dispositifs sont des dispositifs alibi pour ne pas changer le système? Alors c'est un terme qui revient souvent dans les débats. Moi je pense qu'il faut faire attention. D'une part, oui, on peut évidemment considérer que ce sont des dispositifs alibi dans le sens où il y a une part de légitimation, c'est évident, de la part des élites et des institutions qui se servent, ou même des représentants de partis politiques qui se servent de cette cause en fait pour redorer leur blason, ça c'est évident, et il faut faire très attention à ça, puisque en promouvant l'idée qu'il y a une excellence plus ouverte, finalement on fait croire et on réitère l'idée que l'excellence c'est ces élites-là, hein. Donc bon, je dirais également qu'il y a une part d'alibi dans le fait qu'on montre une réalité pour économiser une remise à plat du système dans sa globalité, hein, notamment la coupure entre grandes écoles et universités. Néanmoins, il faut faire très attention avec ce terme d'alibi, d'abord parce que ces mesures ont beau être locales et provisoires en principe, elles ouvrent des brèches, et on a vu en 2013 avec l'amendement qui permet maintenant l'accès automatique des 10% de bacheliers les meilleurs de leurs établissements dans des filières sélectives. Et d'autre part, je crois que ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est que souvent ces enseignants, notamment en ZEP, et ces élèves puis étudiants ne sont pas dupes de ce qui se passe, et donc se posent un tas de questions, un regard critique, souvent très juste, hein, dans l'expérience de leur passage des frontières sociales. C'est aussi un autre regard qui est porté sur nos élites.